Jean-François Delfraissy, on le rappelle, encore une fois, vous êtes le président du conseil scientifique sur le Covid-19. Depuis le début, vous présidez ce comité scientifique mis en place par le président de la République pour réfléchir, conseiller sur la politique sanitaire à mener dans le pays face à cette épidémie qui nous touche tous. Vous avez pris acte de la décision du chef de l'État d'arrêter au 11 mai cette fameuse date de déconfinement national. Toutes les conditions seront-elles réunies, Jean-François Delfraissy, à cette date ? Écoutez, là, dans notre avis numéro 6, on rappelle que pour sortir du confinement, il faut en effet qu'il y ait un certain nombre de prérequis et ils sont énoncés, ils sont nombreux, ils sont difficiles à atteindre, mais ils sont atteignables. Donc c'est un rappel, je dirais, pour l'ensemble de nos autorités de se donner les moyens pour qu'on puisse sortir du confinement. On doit sortir du confinement. On ne peut pas rester, évidemment, avec cette stratégie éternellement. Et il y a un certain nombre de prérequis nécessaires dont on pourra peut-être rediscuter ensuite. Le gouvernement n'a pas toujours suivi vos recommandations, professeur Delfraissy, notamment sur l'école, là où vous préconisiez un retour en septembre. Le gouvernement a choisi la date du 11 mai. Comment avez-vous accueilli cette décision? Vous êtes en complète contradiction avec la position du chef de l'État. Non, c'est beaucoup plus nuancé que ça. On doit rappeler que d'abord les décisions sont prises par le politique, que nous sommes uniquement un comité d'experts pour éclairer les décisions politiques qui, reconnaissez-le, sont difficiles à prendre dans le contexte de Covid 2019. Sur l'école, on a donc pris acte du fait qu'il y avait une décision politique qui avait été prise, qui prenait en compte non seulement les aspects sanitaires, c'est-à-dire est-ce que l'école peut-elle être un facteur éventuellement qui majorerait la poursuite de la circulation du virus, mais il y a également d'autres enjeux qui sont des enjeux sociétaux. Vous le savez très bien également, il y a des enfants qui sont dans des familles où il y a des difficultés, on a même déjà décrit des maltraitances d'enfants, et l'école publique correspond à une sorte de havre de paix dans lequel se retrouveront un certain nombre d'enfants à partir du 11 mai. Puis enfin, il y a des considérations plus générales, sociétales, qui sont le fait que si les parents reprennent une partie de l'activité, et il faut qu'il y ait une reprise de l'activité, eh bien évidemment, l'école permet d'avoir une prise en charge des enfants. Je voudrais insister sur un point, c'est que nous sommes maintenant avec une décision qui est une décision politique. Donc nous avons également donné un avis sur les conditions dans lesquelles doivent être prises et doivent se passer finalement les conditions de reprise à l'école, avec un certain nombre de points assez précis pour que justement tout le monde s'y retrouve. Et avec un point général, rappelons-le, eh bien c'est que c'est une décision qui doit être aussi partagée par les familles. Une fois de plus, les familles, si elles le souhaitent, peuvent remettre leurs enfants à l'école. Si elles ne le souhaitent pas, ne le remettent pas. Et puis bien sûr avec les associations d'enseignants, les associations de parents d'élèves. C'est une discussion qui doit être partagée et une construction partagée. Mais professeur Delfraissy, lorsque le politique prend le pas sur la recommandation scientifique, est-ce qu'il n'y a pas tout de même un sentiment de frustration chez vous ? Absolument pas. Nous sommes là pour éclairer le politique, lui donner des enjeux. Notre comité scientifique, il est à la fois composé de médecins, de scientifiques, mais aussi d'experts et de sciences humaines et sociales. Donc c'est normal, on a une vision d'ensemble. Et donc on a bien depuis le départ énoncé que la décision, elle était bien politique. Et nous sommes uniquement dans une forme de conseil, entre guillemets, d'éclairage des enjeux. Et la décision, elle est politique. Professeur, j'aimerais qu'on reste encore un instant sur le sujet très épineux des écoles. Des millions d'enfants vont donc à partir du 11 mai devoir respecter des gestes barrières sur plusieurs heures au contact d'adultes. Ça paraît quand même très risqué. J'ai envie de prendre deux exemples aujourd'hui. L'Italie d'abord qui ne rouvrira, elle, ses écoles qu'au mois de septembre. Et puis à l'inverse, le Japon qui a décidé, lui, de rouvrir dès le 6 avril dernier et qui a décidé ces derniers jours de refermer les écoles après l'arrivée d'une centaine de cas. Comment éviter finalement ce qui semble inévitable? On peut reprendre un troisième exemple aussi, c'est l'Allemagne et l'Autriche
qui ont décidé de reprendre prudemment, avec progressivité, la reprise des écoles. C'est déjà effectué en Autriche et cela redémarre à partir du 4 mai en Allemagne, avec quelque chose de progressif et de prudent. Bon, donc vous voyez qu'il y a vis-à-vis des écoles différentes stratégies en fonction de différents pays et de la différente et du fait que le virus circule plus ou moins, qui peuvent être prises. Donc vous voyez que le problème des écoles est un problème qui, évidemment, que vous soulevez avec raison. Sur la stratégie allemande, disons qu'elle est raisonnée. Et elle prend un certain nombre de précautions, en particulier au niveau de séparer les classes, de les diviser par deux, de respecter les aspects de différenciation, d'utiliser les masques et évidemment d'avoir un constat qu'il va être beaucoup plus difficile d'avoir une distanciation sociale avec les plus petits. Est-ce qu'on ne manque pas cruellement de données avant d'envoyer nos enfants à l'école, justement ? Écoutez, on a beaucoup de données, et d'ailleurs si vous lisez bien l'avis que nous avons donné, nous donnons ces données. Et les données, elles sont les suivantes. Les enfants ne font pas de forme grave, ou pratiquement jamais de forme grave. Deuxièmement, quand ils ont du virus, quand ils sont infectés, ils ont une quantité de virus qui est en très faible quantité, et donc il y a un taux de transmissibilité qui est relativement faible. La question n'est donc pas pour les enfants, il n'y a pas de risque particulier pour les enfants. La question est de savoir si, à l'occasion de l'école, un virus peut être transmis, et quand ils sortent de l'école et qu'ils reviennent dans un périmètre familial, il y a une éventuelle accentuation du risque de transmission. Et jusqu'à maintenant, il y a eu très peu de cas de ce type. Un sujet épineux, encore une fois, celui des masques, Jean-François Delfraissy. J'aimerais connaître votre position face à certaines incohérences depuis le début de la crise, face à des choix élémentaires comme l'utilité des masques pour le public. Est-ce que vous auriez aimé plus de transparence dès les premiers jours de la crise de la part du gouvernement ? Écoutez, je crois qu'il y a deux choses sur les masques. Premièrement, on a manqué de masques pendant la période du mois de mars et on n'avait pas suffisamment de masques. Le deuxième élément, c'est que le Conseil scientifique a rappelé qu'en permanence, avec les masques chirurgicaux et évidemment FFP2, ils devaient être réservés en priorité au personnel soignant. Et le troisième point, c'est que pour la sortie du confinement, nous avons besoin de masques pour l'ensemble de la population. Des masques d'usage, soit artisanaux, soit fabriqués de façon plus industrielle, qui, je le rappelle, protègent les autres, c'est-à-dire que si on est soi-même affecté par le Covid et on ne le sait pas, le virus ne passe pas à travers le masque, donc c'est une protection des autres. La protection pour soi-même, elle est probablement relativement limitée. Mais même si elle existe un peu, prenons-la. D'où la recommandation d'une large utilisation des masques à partir du moment où on est dans un lieu public. Alors on dénombre une liste assez drastique de recommandations dans la note qui a été publiée hier, ne serait-ce que pour justement le port obligatoire du masque. Est-ce qu'on peut dire, professeur, que chaque Français sera masqué le 11 mai ? Il faut qu'en tout cas, les Français qui vont rentrer dans le domaine public et dans certains lieux de travail puissent avoir accès à un masque d'usage. Il faut que pour les transports, en particulier les transports urbains, qui vont reprendre progressivement. Disons bien que la reprise à la sortie du confinement, on va pas passer du noir au blanc, on va passer du noir au gris foncé, puis ensuite au gris plus clair. Donc c'est quelque chose qui va se faire très progressivement. Eh bien, cette progression, elle doit s'accompagner, en effet, d'une grande quantité de masques pour que les Français qui seront dans un lieu public puissent l'utiliser. Professeur, j'aimerais vous montrer une image que vous avez certainement déjà vue aujourd'hui. C'était hier soir en plein Paris, une trentaine de personnes, on va les revoir. Et les Français, vous pouvez évidemment montrer ces images. Et vous devez les montrer. Mais vous devez aussi, et on doit pouvoir dire que les Français ont été responsables. Et que globalement, le confinement, qui est quelque chose de profondément antinaturel, a été globalement respecté par les Français. Et je les en remercie. Et les médias, à certains moments, vous devez faire aussi attention de ne pas montrer que des images en négatif, mais de donner des images en positif. Et je dis merci aux Français, finalement, d'avoir respecté globalement le confinement. Après cela, nous sommes encore dans le confinement.
Et le confinement actuel, il est nécessaire. Il est nécessaire pourquoi? Pour faire baisser la circulation du virus. On a un virus qui circulait beaucoup début mars quand on a démarré le confinement. Il était avec ce qu'on appelle un R0 à 3,4. On est maintenant probablement autour de 1 et on se trouvera vers le 11 mai avec un R0, c'est-à-dire une vitesse de circulation du virus autour de 0,6. Ce qui nous mène à une poursuite de la circulation du virus, mais uniquement durant cette période, à probablement quelques milliers de cas par jour. C'est-à-dire avec une stratégie où on va pouvoir détecter ces cas, les isoler et avoir une stratégie un peu identique à celle qui s'est passée en Corée. Donc ce que je demande aussi aux Français, c'est de continuer à respecter le confinement durant les semaines, les 2 semaines qui nous restent pour atteindre les 2 semaines et demie pour atteindre le 11 mai. Pourquoi? Pour que ce fameux R0 arrive bien à ce chiffre de 0,6 et qu'on ait le moins de contamination possible lorsqu'on va reprendre la sortie des confinements. Donc merci aux Français finalement, pour la majorité d'entre eux, l'immense majorité d'entre eux, d'avoir respecté le confinement. Et maintenant, faisons confiance à la responsabilité individuelle de chacun des citoyens. On n'impose rien à la sortie du confinement, on fait confiance à chacun des Français. Et je suis sûr qu'ils vont répondre. Je suis sûr qu'ils vont tous répondre, dans l'immense majorité, si on leur fait confiance. Justement, Jean-François Delfraissy, vous conseillez et pas obligé, enfin le gouvernement n'obligera pas, et ça on l'a compris de la bouche du président de la République, notamment les personnes âgées de 65 ans ou plus ou présentant des pathologies chroniques, de respecter ce confinement donc strict mais volontaire qui les protège d'une contamination. Mais par exemple, une question tout à fait pratique, on se déconfine donc progressivement le 11 mai, imaginons que le 18, le 19 mai, que sais-je, des cas de contamination se multiplient, que se passera-t-il? Écoutez, on va établir un certain nombre de marqueurs qui seront à suivre très régulièrement, de marqueurs épidémiologiques, du nombre de cas, d'une série de marqueurs que nous avons à notre disposition et qui seront des signaux soit pour montrer que le déconfinement se passe dans de bonnes conditions et qu'on peut le poursuivre, soit au contraire qu'il y a des signaux d'alerte. Et en fonction de ces signaux d'alerte, eh bien nous pourrons avoir une attitude beaucoup plus stricte, revenir par exemple pour certaines régions à une attitude de confinement ou revenir à une stratégie beaucoup plus stricte de limitation de certains transports par exemple. Donc c'est quelque chose. Et tout le monde peut le comprendre, c'est la première fois que nous avons quelque chose d'aussi, je dirais, difficile à mettre en œuvre. Regardons d'abord ce qui se passe aussi dans d'autres pays. Regardons comme font par exemple les Allemands. Prenons des leçons sur ce qui s'est passé également en Asie et avançons pas par pas. Avançons, reculons d'un pas, reprenons et donc soyons prudents. Vous n'avez peut-être pas entendu ma question, je rebondissais. Est-ce qu'ils nous donnent une leçon de gestion, les Allemands, professeur? Puisque vous les citez énormément. Écoutez, je les cite parce que les Allemands ont su utiliser de façon très large les tests virologiques dans la période, je dirais, du mois de février. Bien plus que nous ne l'avons fait en France. Voilà. Et par ailleurs, ils sont dans des circonstances épidémiologiques qui sont différentes. Ils ont moins de grandes villes, alors que nous avons de très grandes métropoles et en particulier Paris. Et enfin, ils n'ont pas eu un épisode très particulier de cluster comme nous avons eu à Mulhouse. Et c'est ça qui a finalement fait plonger la France dans la grande épidémie de Covid, alors que les Allemands ont pu éviter cela. 2 questions pratiques, professeur, avant de vous libérer, des questions que se posent forcément tous les Français, notamment à propos de cet été, juillet-août, ils voudront forcément prendre un petit peu de vacances. Pour l'étranger, a priori, on a compris, c'est très déconseillé, mais quid de la France? Faut-il éviter les régions, par exemple, qui ont été les plus touchées? Ce serait ça la logique?
Écoutez, nous sommes, vous avez vu que notre avis numéro 6 porte sur les 2 mois qui sortent la sortie du confinement, c'est-à-dire jusqu'à début juillet. Et nous nous réservons le droit d'avoir un avis supplémentaire pour mieux préciser la période durant les vacances. La seule chose que je peux dire, et les Français l'ont d'ailleurs parfaitement compris, c'est que les vacances de 2020 seront différentes des vacances de 2019. Et que nous bougerons moins, que nous resterons probablement plus à la campagne, et je pense que les Français sont en train de le comprendre. Un dernier mot avant de vous libérer, professeur. La vraie vie d'avant, vous imaginez qu'on la retrouvera un jour? Est-ce qu'on est capable de dire si le pire il est devant nous ou derrière nous? Alors écoutez, moi je suis fondamentalement optimiste, et vous avez vu que jusqu'à maintenant, on a eu très peu de données médicales dans cette maladie. On a des données de santé publique, mais on n'a pas de nouveaux médicaments, on n'a pas de vaccin, mais les choses vont finir par arriver à un moment donné. Et donc, oui, je suis optimiste, cela va prendre du temps, il y aura un avant-Covid et un après-Covid, mais je pense que nous gagnerons. Merci professeur Delfraissy, président du Conseil scientifique sur le Covid-19, d'avoir répondu à nos questions en direct sur l'antenne de CNews. Merci à Nicolas Pic.